Le 13 février 1931 paraissait dans l'Action française la critique de François Vineuil du film « Le mystère de la chambre jaune », texte intégral. C'est long. Le cas de M. Marcel L'Herbier est celui de tout l'esthétisme d'après-guerre, qu'il s'agisse de cinéma, de peinture, de musique ou de poésie. Des débuts un peu vagissants, puis une période de recherche très volontaire et arbitraire pour la création de formes neuves accordées au visage de notre temps, puis l'incapacité de tous à meubler de sensations et d'idées leur combinaison d'une audace et d'un équilibre souvent très remarquables, puis le découragement, l'année des redites, des reniements, des disputes creuses, enfin l'abandon presque général de toute activité libre et véritablement personnelle, le tout soumis avec la rigueur d'un graphique d'économie politique, offre et demande à l'intérêt, au snobisme et maintenant à l'indifférence des spectateurs. Parce qu'ils ont représenté la lutte de l'esprit contre la routine et l'effort salutaire imposé à l'intelligence publique, on déplorera l'échec des novateurs. Mais il n'est dû qu'à leur faiblesse. Ce n'est d'ailleurs pas le jour d'en disputer. Monsieur Marcel L'Herbier appartient en effet à cette troupe de comparses, non dépourvus d'ailleurs de talent, que l'on préfère voir rentrer dans les sentiers du lieu commun. Monsieur Marcel L'Herbier fit autrefois l'Inhumaine, dont il semble comique aujourd'hui qu'elle ait pu passer pour un film d'avant-garde, tourné dans des décors cubistes assez incongrus, que des jeux de reflets et de lumière divisés tâchaient d'accoupler tant bien que mal aux silhouettes des acteurs. Il fallait une forte dose de naïveté pour croire que l'Inhumaine classait M. Marcel L'Herbier. Toutefois, on fut presque scandalisé de voir, il n'y a guère, sous la signature honorable de ce metteur en scène, un ouvrage aussi vil par la technique et l'esprit que Nuit de prince, tissu de poncifs russes et montmartrois, caveaux caucasiens, balaïcas, princesse à coquiner avec des laveurs de vaisselle. Oublions cette insanité. Aujourd'hui, M. Marcel L'Herbier semble gaillardement installé dans ses nouvelles et plus modestes fonctions. Tout est rentré dans l'ordre. M. L'Herbier a compris qu'il valait mieux faire du cinéma populaire qu'inventer un Faust, ce fut un de ses films, pour école laïque. Il est possible que ces précédentes Nuits de prince soient issues d'une crise de sabotage et de sadisme artistique. Ah, ils veulent du mélo et du dessus de pendule, eh bien, ils en auront. Mais plus heureux que Cavalcanti ou Robert Wiene, qui se sont vendus la mort dans l'âme, M. Marcel L'Herbier, avec le temps, semble sourire de ses péchés de jeunesse et trouver un réel intérêt dans des ouvrages qu'aucun principe artistique, d'ailleurs, ne permet de dédaigner. Si bien que son mystère de la chambre jaune, qui vient de sortir, l'a probablement amusé, comme il nous a divertis nous-mêmes, et comme il divertira sans doute un nombre respectable de spectateurs. En permettant de nouvelles complications, le cinéma sonore a ressuscité le film policier qui se porte mieux que jamais. Nous voulons parler ici du film à péripéties. Les derniers films muets de ce genre inépuisable, Après la rafle, Club 73, ayant perfectionné surtout les ressorts psychologiques de l'intrigue, en réduisant le romanesque de situation à un schéma raccourci. Le mystère de la chambre jaune rend à l'aventure sa suprématie. Il faut dire que le conte de Gaston Leroux possédait un mouvement par excellence cinématographique. L'Herbier ne tire pas à la ligne, ou plutôt au mètre, comme Jacques Feder, empêtré dans l'anecdote médiocre et maigre du spectre vert. Le scénario de Gaston Leroux, avec ses perpétuels rebondissements, commande la rapidité, le temps de la raconter de manière intelligible, et l'on a tourné plus de bobines qu'il n'en faut pour occuper toute une séance. Personnellement, nous pourrions encore indiquer des coupures, surtout au départ, dans les scènes les plus théâtrales et les plus bavardes.
tandis que l'on pouvait mieux exploiter les développements visuels renfermés dans d'autres épisodes. Nous ne raconterons pas un film qui tire presque tout son agrément de son canevas. Comme de juste, il y a là un criminel introuvable, bien que toutes les issues soient hermétiques, un détective amateur qui sait suivre les pistes les plus brouillées, un manoir peu rassurant, un innocent que l'on arrête, et un poltron pour nous détendre après les coups de revolver. Admirons surtout le dosage habile de ces éléments classiques, jusqu'à la scène finale des éclaircissements, toujours pénible en l'occurrence, et pour laquelle le public se montre d'ordinaire impitoyable, qui ménage ici des effets jusqu'aux extrêmes limites du possible, et bâcle, comme il se doit en 50 mètres, l'apparition de la vérité. Le principal mérite de M. Marcel L'Herbier est de ne pas avoir affaibli cette si attrayante aventure, en la recommençant avec des personnages vivants et un décor tangible. Quant aux qualités de photographie et de mise en scène, elles sont plutôt négatives. Les fautes grossières du cinéma parlé sont évitées, tout au moins dans l'ensemble. C'est toujours autant de gagné. Secrètement, on regrette par endroits qu'avec de telles ressources, M. L'Herbier se soit contenté d'indications humoristiques ou fantaisistes. 10 fois, il tient dans ses mains l'instrument d'une étourdissante parodie, qui pouvait éclipser cette volonté du mort de feu Paul Lenné, dont nous avions gardé un si amusant souvenir. Mais cela ne serait plus dans les règles du jeu. Le public goûte mal l'ironie, et M. L'Herbier, tournant pour lui, doit donner l'illusion qu'il prend tout ici même, argent comptant. À d'autres, de montrer leur tempérament et leur esprit qui ne veut point passer pour dupe. M. L'Herbier accepte une tâche objective avec la seule ambition de nous ennuyer le moins qu'il pourra. Nous pensons qu'il y est parvenu. L'interprétation de La Chambre jaune est moins défendable, par une erreur constante de recrutement, à laquelle il est difficile de trouver un remède sur le champ. Nous aurons l'occasion de revenir souvent sur le problème posé plus impérieusement que jamais par la nouvelle technique du cinéma. On ne fait pas parler de vieux mimes, on ne fait pas gesticuler davantage, même avec le secours d'un texte débité, des comédiens qui ont 10, 20 ou 30 ans de phrasé derrière eux. Le cinéma sonore est encore trop jeune pour s'être créé des troupes indépendantes. Comme il faut admettre que l'élément intellectuel du discours gardera toujours sur les écrans de France une place plus importante qu'ailleurs, il sera nécessaire, indispensable, d'appeler à leur service des acteurs vierges de toutes habitudes, ou du moins à peine marqués par leur passage devant les rampes ou les caméras des studios silencieux d'autrefois. Nous n'accablons pas d'ailleurs la distribution de La Chambre jaune. Par bonheur, Madame Huguette ex-Duflot, si elle survit au coup du criminel, est rapidement mise hors de combat. Il y a aussi Monsieur Desjardins, qui scande des répliques augustes, mais on lui coupe le fil à chaque instant, et il s'évertue trop consciencieusement pour qu'on ne reconnaisse pas les progrès accomplis depuis les tirades cornéliennes d'Atlantis. Aussi bien, à son âge, il devait être vexant de faire plus longuement figure de débutant. Les petits rôles, juges et jardiniers, qu'il serait facile de donner à des figurants malléables à merci, sont d'un comique lourd. Mais M. Vibert se défend beaucoup mieux que dans d'autres circonstances, désormais inavouables. M. Vandel trouve les accents justes et des gestes exacts. Et les deux meneurs du jeu, bien choisis, nous donne une excellente impression de spontanéité. M. Roland Toutain, dans une silhouette agile, jeune et sympathique. M. Bellière, décidément meilleur que pour tous ses autres essais cinématographiques, et même excellent dans une scène muette, grâce à lui la plus réussie de tout le film.